Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre édition de 11 Montréal, édition spéciale dans une certaine mesure parce qu'on est au milieu de la Ligue Cup, la Coupe des Ligues d'ailleurs. Frédéric Laure avec vous, comme on en a l'habitude. Merci encore de nous télécharger. Aujourd'hui, je suis seul, mais pas vraiment seul en fait. Nos partants réguliers sont partis. Alors, on est allé chercher ce qu'on pourrait appeler un joueur désigné, un fait rare aussi, une personne qui est en voie de disparition dans le monde sportif, le chroniqueur sportif. Il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. De la presse, M. Alexandre Pratt qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Frédéric. Merci d'être là. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de chroniqueurs sportifs. Est-ce que je me trompe? Au Québec, non, c'est vrai, mais en fait, tout court, il y a moins de journalistes sportifs, surtout en Amérique du Nord. Là. The Athletic a vidé beaucoup de salles de rédaction, mais bon, il y a beaucoup de médias qui ont disparu. On est presque le plus. Il en reste quelques-uns au Journal de Montréal. À la presse, il y a Philippe Quentin et moi. La Gazette, il y a pas beaucoup de monde non plus. Donc, en effet, nous sommes en voie de disparition. En fait, il y a de plus en plus de spécialistes par sport. ouais. Un petit peu moins de généralistes, je dirais. Tu sais, moi, je me qualifie plus comme un généraliste. J'aime tout ce qui est sport d'équipe. Mais souvent, on va avoir des spécialistes en hockey, on va avoir des spécialistes, je sais pas, en basketball, en football, mais il y a de moins en moins de généralistes. C'est ça. Puis des plumes aussi, ultimement, parce que ça, c'est peut-être même plus fort du côté américain que du côté européen, francophone aussi, mais des plumes. D'ailleurs, aux États-Unis, à chaque année, il y a des recueils des meilleures chroniques, aussi des meilleurs articles. On a de moins en moins ça. Écoute, je t'ai demandé de venir parce que tu l'avais vu venir en partie, toi aussi, j'ai l'impression. On a eu la Ligue Cup cette semaine, on a eu du fun. On enregistre mardi le 25 juillet pour situer les gens. Après, notamment, ce match du CF Montréal contre Pumas. Ce fameux tournoi qui coupe la saison en deux. Dès 2019, je regardais d'une de tes chroniques, tu l'avais anticipé, puis je pense que ça faisait partie des tendances. Ceux qui étaient à l'affût aussi voyaient cette tendance arriver. Qu'est-ce que tu en fais? Cette Leagues Cup, c'est une bonne idée, même après le premier match, là, tu confirmes? C'est une extraordinaire idée. J'adore. Non, pour vrai, c'est extraordinaire. Puis ça nous ramène à ce qui est l'essence du sport. Tu sais, souviens-toi, Frédéric, je sais pas si tu as fait du sport quand tu étais jeune, peu importe un sport d'équipe. Là, bah, tu sais, moi, j'ai joué au baseball, j'ai joué au basket surtout. Puis, tu sais, les plus beaux moments, ceux dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est lesquels? Ben, c'est quand on jouait à les des tournois. Mais ça, j'ai joué au baseball. Louisville, je me rappellerai toujours. Ben moi, je me souviens, je peux te donner les scores de baseball de mes tournois quand je jouais à Saint-Hyacinthe ou à Amsic ou à Hull, tu sais. Et finalement, les matchs de saison, tu sais, j'ai comme des images vagues, je m'en souviens plus ou moins. Même chose au basketball. Et mais c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on retrouve dans ces tournois-là, parce qu'il y a des équipes tu sais, qui sont déjà éliminés. Là. Tu sais, prenons Miami, c'est le meilleur cas. Là. Miami ne fera pas les séries à MLS, là, je vous l'annonce tout de suite. Et là, ils vont chercher Messi, ils vont chercher Busquets, tu sais, ils ont beaucoup d'autres joueurs dans leur pipeline qui s'en viennent. Je sais, jouer juste des matchs réguliers d'ici la fin de l'année, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Tu sais, c'est pas un gros bonbon, et pour les joueurs et pour les partisans. Et là, on introduit cette compétition de mi-saison qui coupe la saison en deux, et qui vient relancer en fait l'intérêt pour tous les marchés, dans tous les marchés qui sont en bas de peloton, puis je dirais même en milieu de peloton, parce que oui, c'est vrai, il y a une course excitante aux séries dans la MLS, c'est clairement pour moi la ligue la plus paritaire, là, je dis en Amérique du Nord. Il y a toujours des bons, ben avec la NFL bien sûr parce qu'il y a peu de matchs eux autres, là. Mais tu sais, il y a toujours, ça se décide toujours dans le decision day à la fin, tu sais. Mais en milieu de saison, est-ce qu'on suit ça si attentivement? Moyennement. Tu sais, tant qu'à avoir un match entre tu sais, le CF Montréal puis Charlotte ou Austin ou les Rapids du Colorado qui, je veux dire, oui, ça va avoir un impact sur la fin de l'année, mais pas en ce moment. Tu sais, j'ai pas un buzz incroyable de voir ces matchs-là au mois de juillet ou au mois d'août. Et entre ça, puis avoir, OK, on repart à zéro. Tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année, ça compte pas. Puis, il y a des récompenses au bout pour un tournoi qui va durer un mois. Tu sais, pour moi, c'est excitant. Tu sais, c'est clair. En fait, le match du CF était extraordinaire, là, tout court. Je veux dire, c'est mieux que, honnêtement, à mon avis, tous les matchs de calendrier régulier qu'on a eu depuis comme 3, 4, 5 ans. Je veux dire, il y avait, le fun était pogné dans le stade. J'étais pas là, j'étais en vacances la semaine dernière, je l'ai écouté au complet, mais un de mes enfants était là, puis il est revenu, puis il dit, écoute, c'est malade, j'ai jamais vécu ça, à part le match de la Ligue des Champions là, au Stade olympique, j'ai pas vécu ça. Alors, donc, c'est sûr que le fait de jouer contre un club mexicain, qui est un club qu'on voit pas souvent, ou presque jamais, en fait, ça joue. Ça sera peut-être pas la même chose contre DC United là, plus tard. Mais il y a quelque chose d'intéressant de redynamiser, en fait,
le soccer dans plein de marchés. Puis il y a une chose aussi, le fun, c'est que avec ce concept-là, c'est le concept des favoris. Donc, mieux vous faites dans la saison régulière, plus vous allez accueillir de parties de cette Coupe des Ligues-là. Puis je veux dire, c'est des revenus importants là, pour une équipe. Tu sais, pensez au CF Montréal, là, 19 000 personnes dans le stade, s'ils réussissent à le faire 2 fois, c'est quand même 38 000 personnes de plus que prévu. Ça donne du sens à ta saison en plus. Oui, puis même, je dirais même, ça donne du sens à aller chercher tous les points dans la saison parce que là, je pense que le CF est 12e favori, quelque chose comme ça, mais tu sais, il y a une différence entre 10, 12, 8, puis tu sais, pour avoir un match de plus à chaque fois, plus t'es haut dans les têtes de série, plus t'as eu du succès la saison précédente, mieux ça va être. Donc, ça donne aussi du sens à la saison. Donc, honnêtement, je trouve que le format du tournoi est parfait présentement. Tout le monde y participe aussi, tu sais, les 48 clubs y participent. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures. En tout cas, c'est conceptuellement, c'est peut-être ce qui est arrivé de mieux à la MLS depuis un bout de temps. Tu sais, moi, à l'interne, c'est ça que je disais pour expliquer, pour essayer de vendre ce tournoi-là ou cette idée-là de couper la saison. Dynamo Montréal au mois d'août, pendant que tout le monde est au chalet, ça attire pas beaucoup de monde, puis ça attire pas des passions, autant dans le stade qu'à TV. Même chose, si on prend le Canadien en février contre Saint-Louis aussi, moi on avait des abonnements de saison, revendre ce match-là en février quand il fait moins 38 aussi, c'était difficile. Fait que ça prend tout son sens, puis tu l'as dit, on dirait que ça s'étend aussi sur le reste de la saison parce que tu veux aussi retrouver une meilleure place probablement pour la suite de l'année. Mais penses-tu en ce sens-là, tu sais, c'est arrivé ce tournoi-là, je pense, parce que la MLS est condamnée à innover dans sa situation nord-américaine. Est-ce que, en ce sens-là, puis on prend la NBA aussi qui est innovante. Oui, je reviens à ta chronique de 2019. C'est pas le circuit le plus conservateur. On sort du soccer, la Ligue nationale de hockey, justement. Voilà une ligue qui aurait peut-être eu intérêt en février à se partir un tournoi aussi. Bon Dieu, c'est la ligue qui a le plus intérêt à le faire. D'entre toutes les ligues, tu sais. Non, mais pour vrai, c'est une ligue qui se bat pour avoir des codes d'écoute, de la pertinence. Puis c'est, présentement, à part le baseball majeur, c'est la ligue la plus débalancée d'entre toutes. Je peux déjà vous dire 10 clubs qui participeront pas aux séries la saison prochaine. C'est vrai. Alors, imaginez à Montréal, tu as un tournoi à la mi-février, puis là, soudainement, tu as une chance d'aller chercher, je sais pas, un trophée, une place en série, puis il pourrait avoir toutes sortes de récompenses. C'est clairement la ligue qui en a le plus besoin. Puis tu sais, pour moi, de voir la MLS d'avancer là-dessus, le hockey en dit beaucoup quand même sur le dynamisme, je trouve, de la MLS. L'autre chose qui est intéressante pour la MLS, tu sais, toutes les études universitaires vont le prouver, mais tu t'améliores en affrontant les meilleurs. Dans la vie, c'est comme ça. Dans l'athlétisme, tu affrontes les meilleurs. En natation, tu affrontes les meilleurs. Tu vas t'améliorer parce que les limites sont sans cesse repoussées. En tout respect pour la MLS, pour moi, la Liga MX, c'est une meilleure ligue que la MLS. Puis, je veux dire, historiquement, on l'a vu, là, les clubs de la Liga. Ouais, ça se mesure. La MLS. Exactement. En augmentant le nombre d'affrontements entre les deux ligues, je veux dire, c'est sûr que, à mon avis, ça va ultimement relever le niveau de jeu, tu sais, de l'ensemble de la MLS, puis de plus en plus du bassin de joueurs canadiens puis américains aussi qui sont dans les ligues, puis même les équipes nationales vont en profiter. Puis je vais faire un parallèle très court avec ce qui se passe présentement en Arabie Saoudite. Tu sais, bon, on peut absolument être contre tout ce qui se passe là, mais est un fait que cette ligue-là sera meilleure. Peu importe, là, je veux dire, nos opinions politiques, la Ligue de l'Arabie Saoudite va être meilleure et cette ligue-là, elle est bourrée de joueurs saoudiens. Tu sais, les joueurs saoudiens vont devenir meilleurs sur une période de 10 ans en affrontant les meilleurs, puis leur équipe nationale va être de plus en plus forte aussi. Puis tu sais, même ils ont battu les Argentins là, juste à la Coupe du Monde avec un style de jeu discutable, mais ils ont battu quand même. Donc, je pense que tu sais, la MLS et plus largement les équipes même nationales canadiennes et américaines, c'est tout à leur avantage, honnêtement, d'avoir des compétitions comme celle-là où les clubs de la MLS peuvent se mesurer, tu sais, je veux dire, à des clubs qui sont théoriquement plus forts qu'eux autres. Et c'est absolument vrai. Honnêtement, je vois absolument aucun aspect négatif à tenir une compétition comme celle-là pour la MLS. Je fais un slalom, un zigzag aussi. En même temps, je suis un partisan de la décroissance, je pense, de plus en plus dans le sport. C'est-à-dire qu'il y a trop de matchs, puis ça affecte la performance, puis ça affecte le spectacle, à mon avis. Puis je pense qu'on aurait intérêt à avoir une certaine décroissance. Ça, c'est moi, mais en même temps, je pense qu'ils partagent. Comment ça s'inscrit pour toi? Es-tu un partisan, premièrement, de la décroissance? Puis penses-tu que c'est un problème ou la MLS, j'ai l'impression que le problème peut être un peu pallié par le fait qu'on peut investir dans l'effectif pour avoir plus de profondeur. Mais en même temps, on joue pas mal de matchs aussi, puis on rajoute des matchs à ces joueurs-là. Dans l'ensemble du sport, il y a des sports dans lesquels il y en a trop.
Je pense, par exemple, à mon avis, il y en a trop au baseball, il y en a trop au hockey, puis il y en a trop au basketball. Pourquoi? En fait, c'est parce que les réseaux de télé ont besoin. Tu sais, pourquoi on joue 160 matchs au baseball? Puis surtout, tu sais, ouais, c'est ça. Historiquement, au baseball, on a toujours joué beaucoup de matchs depuis quand même 150 ans. Mais au hockey puis au basketball, on n'a pas toujours joué 82 parties par saison. Puis pourquoi il y a 82 parties? C'est pas pour faire une parité quelconque. C'est uniquement, je veux dire, pour présenter plus de matchs à la télévision pour faire plus d'argent, plus de revenus globaux, donc les joueurs vont être mieux payés. C'est l'unique raison. Tu sais, à mon avis, il y a beaucoup trop de matchs dans ce sport-là. Au tennis, c'est rendu ridicule. Je veux dire, les joueurs sont constamment blessés. Il y a tellement de tournois. À F1 aussi, là, c'est fou là, l'augmentation du nombre de courses dans une saison. Bon, la MLS a quand même un bon équilibre. Tu sais, c'est pas tant de parties que ça dans une année. Si on compare, par exemple, avec le calendrier d'une équipe anglaise ou allemande, tu sais, les bonnes équipes, là, évidemment, là, celles qui font beaucoup de tournois, écoute, on n'est pas tout à fait dans le même niveau. Ce que je trouve un peu long de la MLS, c'est l'étendue de la saison. C'est une saison qui est longue, là. Je veux dire, c'est presque 10 mois. Là, mettons, on commence février, puis la finale peut aller début décembre. Exactement. C'est beaucoup plus long que bien noté. C'est beaucoup plus long, par exemple, que le baseball. On dit toujours, le baseball, c'est donc bien long la saison. Je suis 100% d'accord, c'est mon sport préféré, mais je reconnais l'existence des Dog Days of Summer, là. Quand il fait très chaud à la fin juillet, début août, là, puis là, c'est qu'est-ce qui se passe? Là, je sais plus trop, tu sais. Ça, c'est le pouvoir de l'ennui, en fait. Oui, non, exactement. Qui a été amplement chroniqué, oui. Oui, tout à fait. Sauf que la saison de baseball dure quand même juste 7 mois dans une année. Tu sais, la MLS, c'est 10 mois. Pour moi, cette saison-là, elle est un petit peu trop étendue. Tu sais, on sait jamais. Est-ce qu'il joue cette semaine? Est-ce qu'il joue pas? Tu sais, tout ça, tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes. La NFL, tu le sais, il joue toutes les semaines sauf une dans l'année, tu sais. Là, des fois, il y a des pauses, des fois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, oui, il y a une certaine longueur dans la saison. Il joue pas trop de matchs, mais il y a une certaine longueur. Mais donc, de mettre des tournois comme ça de mi-saison, tu sais, avec des nouveaux enjeux, tu sais, il resterait sur une plus courte période de temps. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, même chez nous, on a beaucoup d'affinités. En fait, pas d'affinités, mais on est 3 partisans de soccer qui avons chacun nos clubs en Europe pour lesquels on prend un peu plus que d'autres. Il y en a un qui est très, très intense, tu sais. Je veux dire, puis qui prête pour Tottenham, pour pas nommer l'équipe, qui est pas une équipe qui gagne beaucoup de trophées. Non. Alors là, à chaque fois qu'il y a une compétition, il se dit enfin, peut-être que j'ai une chance, parce qu'il parle au on, hein, tu sais, quand on est fan de certaines équipes, il y en a qui parlent au on. Donc là, peut-être qu'on a une chance de gagner ce trophée-là cette fois-ci. Alors, il y a un petit peu de ça que j'aime dans ce tournoi-là de la MLS, c'est-à-dire ça donne une deuxième opportunité aux équipes de gagner un trophée. Tu sais, c'est une chose qu'on oublie, là, mais nous, on a grandi dans des ligues où il y avait beaucoup moins de clubs. Tu sais, par exemple, la Ligue nationale de hockey, dans les années 80, il y avait 21 clubs. Tu avais une chance sur 21 de gagner la Coupe. Aujourd'hui, tu as une chance sur 32. Tu sais, la MLS, quand l'Impact est rentré, il y avait quoi? 18, 19, 20 clubs. Tu avais une chance sur 18, 19, 20 de gagner. Là, tu es rendu à 29, 30 clubs présentement. Là. Je parle de fil parce qu'il y en a eu beaucoup récemment. On est rendu à 29, mais on s'en va à 30. C'est ça, 29 clubs. Bon, et tu sais, bon, la NBA, t'as une chance sur 32, le baseball, t'as une chance sur 30, le hockey, t'as une chance sur 39. C'est plus beaucoup, là. Ça veut dire que tu gagnes une fois aux 30 ans à peu près. De mettre une deuxième récompense, qui n'est pas le panache de la récompense principale, mais quand même qui est un trophée, d'ajouter ça dans une saison, honnêtement, c'est le fun pour les partisans. Je sais, ta chance, ça viendra pas une fois par 30 ans. Tu as une autre chance. Regarde, on le voit à Montréal avec le championnat canadien, à quel point nous autres, on prend ça à cœur, le championnat canadien dans notre marché. Pourquoi? Tu sais, essentiellement, c'est un tournoi entre 3 clubs, puis peut-être là, un autre, un moment donné, le gagnera, mais c'est quand même un tournoi, grosso modo, où il y a 3 clubs qui ont plus de chance. Ouais, t'as 33% même plus de gagner. Ouais, c'est ça. Surtout avec Toronto en ce moment. Bon. Juste, puis on va continuer là-dedans, puis dans cette espèce d'économie du sport aussi, mais Lionel Messi, est-ce qu'ils en ont trop fait, la MLS? Non. Écoute, si j'avais été en charge, j'en aurais fait pas encore plus que ça. Fait que, non, ils en ont pas fait assez. Écoute, ils l'ont. Je veux dire, pourquoi ils s'en priveraient? Jamais je m'en priverais. Tu sais, la cérémonie, on n'est pas habitué à ça en Amérique du Nord. Non. Donc, la cérémonie d'introduction, mais en Europe. J'ai une amie qui revient du Portugal, puis elle dit, écoute, on connaissait pas ça, mais il y avait une présentation d'un joueur, puis je pense que, je me rappelle plus c'est lequel exactement, mais ça a duré 1h30 à TV, puis elle dit la ville était paralysée, puis on s'est dit, il y a un match. Non, c'était la présentation d'un joueur, 1h30. Oui, absolument. Tu sais, puis ça arrive souvent, là. Je veux dire, regardant, moi, tu sais, pour être déjà allé en Turquie pendant qu'il nommait un de ces joueurs-là, puis tu sais, le stade était plein et tout. Ce sont c'est régulier, en fait, dans d'autres marchés. Nous, on n'est pas habitués à ça. On a un petit peu de modestie par rapport à ça. Tu sais, on n'aime pas les gens
qui flash trop, alors que tu sais la NBA fait son modèle d'affaires est basé sur le flashage là, de choses. Non, je pense pas que le MLS en ait fait trop. Bien au contraire, c'était pas sobre, mais c'était correct, tu sais, mais il aurait pu aller encore bien plus loin que ça. Il aurait pu faire une émission spéciale à la télé à la LeBron James. Ouais. Il y a plein d'affaires qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu faire un documentaire à la Netflix puis le sortir bang, tu sais, sur Apple directement, puis genre la veille, comment ça s'est préparé et tout. Je trouve pas qu'ils en ont fait trop, non, honnêtement. Tu sais qu'il manque de maillots, à ce qui paraît, hein. C'est difficile. Adidas dit qu'ils sont backorder de maillots, puis peut-être qu'en novembre, ils vont pouvoir en revoir. Ben, tu sais, souvenez-vous de ce qui est arrivé avec le CF Montréal. Drogba, il En fait, manquait le des maillot. lettres. Non, ben, oui. Mais même avec le Mario actuel, Ah oui, quand c'est vrai. ils ont fait les changements, bon, là, il y a comme un an de délai parce que c'est long, là, quand même, faire ces changements. Tu sais, nous, on a Ouais. l'impression qu'on imprime ça comme tu sais, je veux dire, t'envoies ça à print my shirt, puis là, tu sais, t'en reçois 100 000 dans une semaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un petit Ouais. peu plus compliqué que ça. Drogba, tu savais tout ça? Il manquait des lettres quand il est arrivé, à un moment donné. Laquelle il manquait, non? Je sais pas, je pense qu'il manquait des O ou des B, OK, quelque chose non, comme je savais ça. pas Fait qu'ils ça, ont pas non. pu, à un moment donné, ils pouvaient plus écrire le nom aussi parce qu'il manquait Moi, des lettres. j'avais parlé à beaucoup de gens. À cette époque-là, j'étais pas chroniqueur à l'époque de Drogba, mais j'avais beaucoup de gens, tu sais, des connaissances parce que j'avais déjà été journaliste au sport il y a comme 20 ans. Je Ouais. connaissais du monde dans le milieu, tout ça. Puis, tu sais, on m'avait dit, écoute, on était tellement pas prêts à l'impact pour Drogba, là. C'est comme, tu sais, ils ont été complètement dépassés. Puis même à l'interne, tu sais, je le sais qu'ils ont reconnu à l'interne entre eux que tu sais, ils avaient été dépassés, puis tu sais, ils ont manqué de temps en fait pour faire tout ce qu'ils auraient dû faire pour capitaliser là, sur cette ville-là. Ouais. Bon, tu sais, en fait, est-ce que c'est ça aussi? Je reste sur l'économie, excuse, je vais Oui, faire en non, gaine un non, peu, mais là, mais si on voit ça, on va voir ça au basket, on voit ça un peu partout. C'est plus puis je vais dire, c'est les jeunes, plus jeunes que moi aussi. On s'intéresse aux joueurs, plus aux équipes aussi. On va changer d'allégeance facilement. Est-ce que c'est ça le futur? On est condamné à avoir deux, trois vedettes, peut-être un peu même Hollywood, tu sais, deux, trois ouais. vedettes, puis le reste un supporting cast qui gagne un peu moins, puis c'est ça le En tout cas, le futur. modèle de la MLS est fait comme C'est ça. ça, Je veux hein? dire, de toute façon, avec les joueurs Les joueurs désignés, désignés. c'est pas tout à fait le choix. Ça fonctionne comme ça. Je pense pas que c'est le modèle d'avenir partout. Tu sais, on le voit notamment en Europe, les équipes sont beaucoup plus balancées. Tu sais, c'est rare que tu aies une équipe avec comme Mm. deux joueurs vedettes puis 10 joueurs de soutien ou 9 joueurs de soutien en arrière. C'est pas, tu sais, regarde la construction des équipes de première ligue, ils cherchent surtout chez les meilleurs clubs, évidemment, là, tu sais, ils cherchent un équilibre là, quand même entre l'attaque et la défense. C'est moins le cas MLS. Tu sais, les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Le niveau de partisanerie est pas tout à fait le même non plus. Non, puis le modèle est bien gros aussi sur l'enracinement culturel aussi en Ouais, MLS, que tu vois moins aussi dans le reste du sport américain, à moins de me tromper. Là. Les ouais. Yankees représentent New York, mais je suis pas certain qu'ils sont toujours là, bien ancrés dans New York nécessairement, même si la Non, ben, marque t'as le Canadien, là, tu sais, t'as quelques Ouais, exceptions, mais c'est vrai qu'ils jouent plus la carte de la communauté, un petit peu à la façon d'ailleurs des clubs universitaires de football aux ah, c'est États-Unis. vrai, Puis ouais. eux le font vraiment davantage. Puis, tu sais, c'est un petit peu le défi de toutes les équipes là, d'essayer d'être dans la communauté, mais c'est sûr que le soccer, tu sais, par définition, c'est un sport qui est beaucoup pratiqué. T'sais. Ce qui est difficile, c'est de faire la transition de la pratique sportive, de convertir en fait ceux qui pratiquent le sport à aller suivre un club dans un stade. Je suis Mhm. venu, là, Kevin Gilmore qui disait, il y a comme, je sais pas, c'était ridicule les chiffres, là, genre, il y a 2,1 millions d'amateurs de soccer à Montréal et tout ça, puis le stade était presque vide. Il y a un défi là. Oui, c'est un sport qui est très participé. Fait que les gens sont au contact. Les gens connaissent les règlements tôt. Même gars, filles, tu sais, comparé au baseball, par exemple, là, où ça prend quand même une certaine connaissance plus poussée du match pour l'apprécier. Tu sais, le soccer, tout le monde sait que tu as un ballon, puis il faut que tu ailles le mettre de l'autre bord. Là. Ouais. Essentiellement, c'est ça. Puis il y a des hors-jeux quelque part, puis c'est pas super important de connaître la règle. Donc, non, mais c'est plus facile de Ouais, ouais. s'ancrer dans la communauté comme ça. L'autre chose, les joueurs gagnent beaucoup moins cher. OK? Puis ça, c'est vraiment c'est capital en fait pour comprendre un petit peu le modèle de la MLS. OK, les joueurs de hockey, par exemple, sont, à mon avis, beaucoup moins grounded, genre moins terre à terre. Ils sont moins proches, je trouve, Ouais. des partisans. Tu sais, souvent, ce qu'on va regarder leur compte Instagram, qu'est-ce qu'on voit? On va voir genre, hier encore, j'ai vu un joueur québécois qui flash son auto, sa voiture de luxe. Tu sais. On va les voir jouer au golf sur les plus beaux terrains du monde, en vacances à Hawaï, aller manger dans des restos à 400$, commander des bouteilles à 600$. Tu sais. Il s'établit une distance, en fait, avec ce type de comportement-là. Puis on le voit aussi au basket, c'est encore pire. Là, tu sais. Il se crée une distance entre le joueur et le partisan. Tu sais. Et ça, c'est surtout à cause de l'argent. Je veux dire,
quand les joueurs, mettons, j'avais au début des années 90, faisaient 100, 150 000, tu sais, même avec les journalistes qui, à l'époque, devaient gagner, je sais pas, 60 000 il y avait, tu sais, il y avait une certaine proximité parce qu'ils se disaient toujours, ah, peut-être que si journaliste, je suis gentil avec lui, après ça, je vais pouvoir me faire une deuxième carrière, tu sais, puis mon nom va circuler en bien, tout ça. Aujourd'hui, ils ont plus besoin de ça. Alors que dans la MLS, les salaires sont pas tout à fait les mêmes. Tu sais, et j'ai l'impression que les gens, ils vont pas manger nécessairement juste dans les bons restaurants, ils vont manger dans les mêmes boui-boui que toi, moi, puis nos auditeurs, tu sais. C'est plus facile, je trouve, d'être connecté dans une situation comme ça. Tu sais, pensons à Kay Camara, qui a quand même une grande carrière professionnelle, puis qui avait de la misère, semble-t-il, à obtenir un prêt d'une institution financière pour acheter une maison, tu sais. C'est le même type de problème que toi puis moi, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui aide. Ben, eux, ils diront pas ça, mais c'est quelque chose qui, quand même, cimente le lien entre les joueurs de la MLS et la communauté. Tu sais, je pense que c'est plus facile de convaincre, honnêtement, un joueur de la MLS d'aller faire du bénévolat au club de soccer de Saint-Lambert que de convaincre un joueur, je sais pas, du Canadien d'aller faire la même chose à l'association de hockey de Saint-Lambert. Donc, oui, la MLS là-dessus est plutôt avantagée. Tu sais. Puis pour revenir à ta question initiale de est-ce qu'on va plus sur des joueurs ou sur des équipes? Ça, c'est intéressant parce que je pense qu'en Europe, on est encore beaucoup sur des équipes. Mais en Amérique du Nord, de façon générale, on se dirige de plus en plus vers des athlètes. Pourquoi? À cause des poules. C'est vraiment con, mais... C'est vrai que c'est un truc nord-américain, ça, les poules. Absolument. Là, ouais. Il y a des équivalents en Europe, mais c'est surtout, on joue surtout sur les équipes. T'sais. Mais, mettons, je vais reprendre l'exemple encore du baseball. J'ai 2 poules de baseball, je m'écris des équipes. J'ai plusieurs joueurs différents. Ils sont tous d'équipes différentes, mais je suis ces joueurs-là. Je suis pas nécessairement les Phillies de Philadelphie et les Rockies du Colorado. Tu sais, puis la MLS, j'étais dans un pool là, jusqu'à récemment. C'est la même chose. Je veux dire, je prenais des joueurs individuels. Fait que je suivais les performances de ces joueurs-là, mais tu sais, que les Rapids du Colorado gagnent ou perdent, pour moi, c'était pas important. Ou les Galaxy non plus, mais je suis certains joueurs, oui, tout à fait. Sais-tu quoi? J'ai arrêté dans mes poules. C'est un problème de gestion de poules. C'est que j'ai arrêté de prendre des joueurs que j'haïs. Avant, je le faisais, puis là, je regardais, puis j'étais comme, faut que je regarde Bradley Beal ce soir. Maintenant, je décide de juste prendre des joueurs que j'aime aussi. Ça, c'est ma stratégie. Dis-le pas, mais... Tu dois pas gagner souvent, non, c'est ça? Non, c'est pas super, c'est pas super. Okay. En fait, j'ai le cœur gros, il y a de la place aussi. J'ai le cœur large aussi. Combien de joueurs de Toronto t'as dans ton pool cette année? J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup de Toronto. De toute façon, eux-mêmes s'aiment pas aussi, je pense, à Toronto. Non, en effet. Entre eux. Apple TV, je vais te parler de ça aussi. Oui. Parce que là, j'y suis. Tout le monde sait que j'ai un billet. Parce que je suis pas nécessairement payé par Apple TV, mais par la Ligue. Mais c'est là-dessus que j'œuvre en ce moment. On est à peu près 1 an depuis l'officialisation. Ça, c'est important parce que c'est des délais assez courts. Écoute, on est presque au milieu de l'année, plus loin, en fait, presque aux 2/3 même. Ouais. Ça fait 1 an. Est-ce que ton point de vue a changé depuis, ou en fait, est-ce que ton point de vue par rapport à ce deal-là télé qui était assez innovant puis assez surprenant aussi, est-ce qu'il a changé dans cet accord-là MLS Apple TV depuis justement cet été, depuis le début de la saison? Je dirais que non, parce qu'en fait, il se passe exactement à peu près ce que beaucoup d'experts avaient prédit ou d'observateurs avaient prédit au départ. C'est-à-dire, c'est vraiment une entente à 2 volets. Il y a un aspect extrêmement positif. D'abord, extrêmement positif pour la Ligue. Tu t'associes avec Apple, qui est la compagnie la plus riche au monde. Sauf erreur, ça vaut 3 trilliards de dollars présentement. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, mais c'est important d'avoir un partenaire financier stable comme ça, tu sais, avec qui on fait affaire. Regardez ce qui est arrivé en France, là. Je veux dire, quand le groupe qui avait les droits télé, finalement, avait surenchéri, puis il avait même pas l'argent pour payer le personnel, puis ils ont dû revendre les droits. C'était une crise. On s'est même demandé pendant 1 an, est-ce que les clubs français vont être capables encore de faire des transferts, d'attirer des joueurs? Regardez ce qui se passe au sud des États-Unis avec Bally Sports. Bally Sports. Hey, c'est pas le fun, hein, les équipes là, qui étaient sur cette plateforme-là, puis soudainement se ramassent plus de télédiffuseurs pour leur match. C'est arrivé au baseball, c'est arrivé au hockey surtout. Alors, d'avoir un partenaire comme Apple, tu le sais qu'Apple ne fera pas faillite dans les 10 prochaines années. L'autre chose, Apple, j'ai l'impression, va un petit peu devenir le guichet automatique de la MLS. Tu sais. Ouais. Et on l'a bien vu avec Messi. Je pense pas que Messi vient en Amérique du Nord si Apple met pas son poids un petit peu en arrière. Là, je veux dire, Apple a de l'argent et peut clairement financer cette ligue-là à très grande échelle. Elle peut financer même équitablement tous les clubs si elle le souhaite à grande échelle. Donc, pour la MLS, c'est une bonne entente. Puis honnêtement, je ne crois pas que la MLS aurait eu plus d'argent ailleurs. Ailleurs, là, je veux dire, ils ont pris la meilleure entente pour la Ligue. Donc,
Du côté de la Ligue, honnêtement, ça fait absolument plein de sens. Bon, ensuite, Tu penses qu'on va prendre encore plus la mesure? Moi, j'ai l'impression que c'est dans 2 ou 3 ans, là, la NBA s'en vient, les droits télé. La Premier League aussi en Angleterre, la Ligue 1 aussi s'en vient. Bref, il va y avoir dans les prochaines années des propriétés disponibles. Ouais. Penses-tu qu'Apple va... C'est le début d'une stratégie qui Oui. ils vont investir le sport? Tu sais, ben, en fait, je Parce pense qu'on s'est que douté de ça c'est pour clairement un bon YouTube, pour laboratoire. Amazon. Ouais, On ben, sait pas aussi vers où. c'est un bon laboratoire. C'est clairement un Ouais. bon laboratoire, la MLS. Je pense qu'ils vont, tu sais, Apple, c'est une boîte pour bien la connaître, là. Je veux dire, à la presse, on a travaillé avec Apple pour lancer la presse plus. Tu sais, je sais un petit peu comment fonctionne la boîte en interne. Tu sais, c'est une boîte qui tu sais, qui se fait beaucoup aux chiffres, aux analytics, aux données. Donc, c'est sûr qu'ils vont observer tout ça. Là, présentement, on parle de 1 million d'abonnés. Apple n'est pas une compagnie qui partage beaucoup ses chiffres. Tu sais, on sait qu'il y a 1 million d'abonnés, mais on ne sait pas là-dedans combien il y en a qui sont des abonnés de saison. Puis même combien la MLS a d'abonnés de saison au total. Donc, c'est peut-être, mettons qu'il y en a 600 000, ben, ou 500 000, il y a peut-être 500 000 réels abonnés. Donc, on ne sait pas vraiment combien il y a d'abonnés présentement. Bon, pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est une bonne chose pour les fans purs et durs, en fait, de la MLS. C'est un bon produit. Il y a une uniformisation de l'offre. Avant, moi, j'écoutais beaucoup les matchs là, à travers l'application de la MLS. Puis à travers le forfait, là, je me rappelle plus trop c'était où. Puis c'était vraiment de qualité inégale, là, d'une place à l'autre, même des angles de caméra, il y en avait qui c'était un peu amateur, pour être franc. Là, les descripteurs sont sur place pour les matchs. Il y a beaucoup, il y a de la qualité. Apple fait rarement de la merde là, comme produit. C'est vraiment le produit est au cœur de tout. Donc, il y a de la qualité. Donc, si vous êtes un fan, puis vous payez, je pense, c'est 120 $ présentement canadiens par année, c'est bien. Le prix est bon. Là. C'est moins cher que les autres ligues nord-américaines parce que ça vaut moins cher que les autres ligues nord-américaines aussi. Mais c'est pas rien non plus. T'sais, pour moi, en fait, si tu es un fan fini de la MLS, c'est une bonne entente. Tout est à la même place. C'est simple. Bon. Le problème, c'est les occasionnels. C'est ceux qui zappent et qui tombent à un moment donné sur un match et qui font comme oh, je vais l'écouter. Tu sais, ou qu'ils embarquent une certaine partie de la saison, le début de la saison, la fin de l'année, puis là, ils vont voir quelques parties. À Montréal, on a contourné ça en donnant quelques parties à RDS, qui est, à mon avis, une bonne chose parce que de disparaître complètement, ça aurait été une erreur. Mais je peux concevoir que il y a un enjeu pour le club, en fait, de perte de visibilité pour ses partenaires locaux. C'est peut-être un petit peu moins évident. Tu sais, à TVA, TVA, à mon avis, faisait vraiment un job extraordinaire là, je veux dire, dans la promotion du club. Là, c'était même fou, honnêtement. Je pense pas qu'il y avait l'équivalent ailleurs là, en Amérique du Nord en termes de promotion. Non, je pense que c'est Montréal, c'est le marché qui est le plus perdu, là, entendez les guillemets aussi, que de tous les marchés. Ben, ils avaient, à mon avis, le meilleur partenaire, là, Vidéotron, puis moi, je suis dans une entreprise concurrente, là, mais je le reconnais totalement. C'était dingue. Je veux dire, la promotion dont ils avaient, par exemple, dans les abribus ou dans l'affichage, Vidéotron possède beaucoup là, de propriétés d'affichage. Ça, ils ont un petit peu perdu au change, je te dirais. Puis TVA permettait beaucoup comment je dirais, d'opportunités publicitaires pendant ces parties. Je veux dire, tu dois savoir, mais vous annoncez plusieurs partenaires pendant une partie. Apple le permet un petit peu moins. Puis les clubs, ma compréhension aussi, c'est que les clubs n'ont pas accès à toutes les données d'Apple. Alors que ça, là-dessus, je pense que l'Impact, puis après ça, CF Montréal, avait une assez bonne relation avec Vidéotron pour partager quand même beaucoup de données, puis savoir, OK, quelle tranche on rejoint de plus, ou où est-ce qu'on peut faire des efforts pour y aller. Donc, je pense que là-dessus, il y a une perte quand même pour le club d'intelligence, je dirais, du marché avec Apple. Puis je sais que les clubs sont en représentation pour avoir plus d'accès aux données d'Apple. Donc, il y a du pour, il y a du contre, mais c'est sûr que si vous êtes un partisan de la Ligue, à mon avis, c'est du gros pour, c'est un gros plus. Si vous êtes un occasionnel, ça se peut que vous vous sentez un petit peu largué. Puis l'autre chose, ça n'a absolument rien à voir avec Apple, mais la fragmentation du marché, de l'offre du soccer est débile mentale. Est hallucinante. Écoute, j'ai fait le calcul chez nous, là. Si vraiment on suivait Tottenham dans ses 4 tournois, plus la MLS, puis plus, mettons, Alphonso Davies, puis Bayern Munich, moi j'aime quand même beaucoup de Bayern. Ouais. Et ça revenait à genre 1 200 $ C'est ça, il faut réhypothéquer.
Puis là, attends, est-ce qu'il va falloir que si Mbappé s'en va jouer là, à Hilal, là, il va falloir Ouais, que en Arabie Saoudite. Non, j'écouterai pas ces matchs-là, mais non, mais ça coûte cher. Puis en plus de ça, c'est juste les ligues. Puis là, quand il y a l'Euro, par exemple, va être à TVA l'année prochaine, alors que la Coupe du Monde est à un autre poste, ça fait beaucoup d'abonnements à gérer au final. Ça, c'est le fait que le soccer a plusieurs ligues, plusieurs tournois, tu sais, puis même ici, le championnat canadien qui est pas à la en même temps, ça enseigne. justifie pas ça aussi parce qu'on est dans une ère d'hyper-segmentation, puis ça va même, je veux dire, en politique, mais si on Ouais, reste dans le sport, les occasionnels, là, ouais. dans une certaine mesure, on s'en fout parce que c'est pas eux qui sont fous puis prêts à s'abonner à l'euro, sont prêts justement à mettre Ouais, moi, je suis pas le d'accord. 1000 piastres que tu dépenses Ouais. est plus sûr et plus valorisé que l'occasionnel qui va se dire, moi, mettre 20 piastres en Ouais, juillet. sauf que ta croissance, elle est pas dans les réguliers. Ta croissance, elle est dans les occasionnels. Tu sais, les fans finis, ils vont Probablement. tous avoir le chandail, mettons que tu prends pour Arsenal, pauvre toi, tu sais, mais je veux dire, tu vas avoir un chandail, non, mais tu vas avoir le chandail d'Arsenal, puis tu Ouais. vas avoir déjà un chandail du CF Montréal, tu sais, peut-être un de l'équipe canadienne, tu sais. Pour moi, puis c'est sans les prendre pour acquis, là, ces partisans-là, mais les clubs, s'ils veulent de la croissance, s'ils veulent remplir le stade, il faut qu'ils les prennent un peu il faut qu'ils en prennent soin. Mais je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur cette base-là pour remplir le stade, puis je veux dire, faire des événements, des fois au stade olympique à 30 000 personnes. Il faut que tu ailles chercher des gens qui ne sont pas des abonnés de saison. Et c'est là que c'est important d'être capable de rejoindre les occasionnels. C'est ça qui fait que tu deviens... En fait, c'est ce qui fait que tu passes d'une niche à un produit de masse. Tu sais, je vais prendre le Canadien de Montréal. Il y a plein d'irréductibles, là, le Canadien. Tu sais. Mais c'est quand on arrive en série, soudainement, on passe de code d'écoute de 700 000 à 2 millions. Tu sais, parce que là, soudainement, les occasionnels, ils sautent dans la danse. La Mais ça, c'est le MLS... génie. Écoute, puis Oui, tu sais, toi aussi, tu as travaillé dans les années 90, tu as oui, grandi dans les années 80, un peu comme moi, même un peu avant. C'est génie, à mon avis, puis ça, c'est mon analyse partielle, mais de Pierre Boivin puis de Ray Lalonde, c'est d'avoir fait une équipe qui a embrassé 95% du marché, alors que oui. c'était Sergei Zoltok puis John Kilger qui scorait à l'époque Ben, pour le ils ont fait Canadien. beaucoup de bien. Ils ont aussi, je pense que quand ils ont tenté une personne internationale en s'appelant le Club du hockey, ça a Ouais. eu autant de succès que l'Impact. Le club du foot. Ouais, c'est ça, un petit peu d'ailleurs, c'était Mm. les mêmes équipes de promotion. Mm. Mais Oui. non, ouais, non, mais tout ça pour dire la fragmentation, ça n'a pas que du bon. C'est hyper tentant pour les équipes d'aller vers la personne qui t'offre le plus cher tout le temps, mais tu sais, tu dois penser aussi à l'ensemble du marché, puis tu sais, Mm. à tout ce que tes partenaires t'offrent. Fait que, oui, Apple pour la Ligue, c'est extraordinaire. Pour les clubs, peut-être un peu moins. Bon, Alexandre Pratt, on va s'arrêter ici. On pourrait y aller toute la journée. Hey, juste parenthèse, tu parlais d'Apple. J'ai écouté un Oui. podcast. Est-ce qu'il paraît Jason Sudeikis, celui qui a fait Ah Ted oui? Lasso, il dit on connaît même pas nos codes d'écoute, nous. Apple partage même pas les codes d'écoute alors qu'il y a deux. Puis ça, il dit c'est après la première saison, alors qu'il a renégocié 2 autres saisons. Alors, c'est une Mais tu sais, entreprise juste qui est revenir assez secrète. sur les chiffres d'Apple, ce qui me fait croire qu'au début de l'année, c'était un petit peu plus difficile, mais le fait que Apple est comme, ouais, je sais pas si c'est le club ou si c'est Apple, mais qu'à Montréal, il était possible d'avoir un abonnement pour un mois, tu sais, de pouvoir regarder des Mm. matchs gratuitement, ce n'est pas dans les habitudes d'Apple. Apple donne rarement des choses. Là. Je veux dire, Apple, ils font pas de rabais là, sur les iPhones puis sur les tablettes. Là. C'est Mm. toujours plein prix. Donc, ce qui me laissait croire qu'au début de l'année, c'est plus difficile. Mais ce que j'ai lu, c'est que il y a 300 000 abonnés de plus depuis que Messi est là. Tu sais, sur 1 million, si tu enlèves les abonnés de saison qui ont automatiquement l'abonnement à Apple, ça fait hey, il y a peut-être une augmentation ici de plusieurs centaines de pourcents là, depuis que Messi est là. Donc, tout ça est bon. Puis, je pense qu'Apple, l'argent d'Apple, en fait, va servir à attirer de plus en plus de vedettes comme ça. C'est un petit peu, c'est drôle parce qu'on se plaint un petit, je vais juste prendre une minute là-dessus, mais on se plaint beaucoup de ce qui se passe en Arabie Saoudite, puis entre autres parce que c'est un État, je veux dire, qui a charcuté un journaliste, là, je veux dire, qui l'a littéralement découpé en pièces, là, et puis je veux dire, où les droits des femmes n'ont pas été respectés pendant des décennies et tout ça, mais ni les droits de l'homme, mais tu sais, la MLS va aussi chercher des vedettes. Ouais. Je veux dire, en Europe, elle l'a fait avec Beckham alors que lui était dans la fleur de l'âge, le Messi est à la fin. Mais, tu sais, essentiellement, la MLS, puis l'Arabie Saoudite se battent souvent pour les mêmes joueurs ou se sont battus récemment pour les mêmes joueurs. Tu sais, je veux dire, Safir Taider, il a quitté Montréal pour aller jouer en Arabie Saoudite, mais donc, tu sais, la MLS joue un petit peu aussi cette carte-là d'aller chercher des vedettes ailleurs pour pousser son produit. Je pense que l'argent d'Apple va permettre de le faire. Ouais. Ça, c'est le bon côté. Puis tu l'as dit, sans Apple, pas de Messi, Non, probablement. non, il n'y a En pas fait, de Messi. assurément. On peut Assurément dire pas ça de comme Messi, ça. là. Alexandre Pratt, merci d'avoir pris quelques minutes dans tes vacances.
C'est gratitude, hein, c'est le mot buzz, le buzzword en ce moment. Beaucoup de gratitude de t'avoir eu avec nous Écoute, aujourd'hui. parler de soccer, c'est quand même agréable. Merci Alexandre Pratt de la presse. À bientôt. Plaisir. Bon, voilà, on continue deuxième période de 11 Montréal. Après Alexandre Pratt, on est rejoint par... C'est notre producteur! C'est notre associété de producteurs, Monsieur Kevin Laramie, qui est avec nous. Salut, Kevin. Bonjour, bonjour. Bon, les gens te connaissent, je pense, qui nous écoutent. T'es notre producteur. T'es aussi, maintenant, cette année, avec coproducteur ou producteur associé. Je pense que c'est la traduction directe là, pour Apple TV. Bref, tu nous aides dans nos reportages. T'es le troisième membre de notre équipe. Kev, bon, on a tout trippé le week-end dernier avec Pumas au CF Montréal. Il y a plusieurs autres. J'ai regardé pas mal de matchs aussi, surtout les matchs MLS, Liga MX. Puis il y a de l'enthousiasme, il y a de la rivalité, c'est pas mal. Est-ce que tu partages l'enthousiasme de tout le monde? En même temps, de quoi ça va avoir de l'air mercredi? On est enregistré mardi 25. De quoi ça va avoir de l'air mercredi contre DC United? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que c'est un peu ce que je me posais comme question avant le début de la compétition. Et si on prend le match de Montréal contre Pumas comme microcosme, on peut voir justement que les joueurs voulaient, les partisans voulaient. Le match a eu l'importance auquel les participants lui ont donné. Et j'ai vu ça aussi à plusieurs reprises, sûrement vendredi avec Messi qui donne le bal. On peut voir un peu la direction de plusieurs matchs. Et on voit aussi des matchs comme Minnesota qui ont détruit Puebla, Minnesota qui, selon Puebla les termes... Minnesota jouait à 10 en plus. Hein. Ils ont détruit avec un joueur en moins en plus. À la 30e minute, ils ont marqué 3 buts sans avoir leur 11e joueur. 10 contre 11, ouais. Reynoso avec un excellent coup franc. Donc, 3 joueurs ont marqué sur coup franc cette fin de semaine. Même 4, je ne me trompe pas. Donc, Mathieu Choinière aussi. Okay. dans la même club. J'ai toisé Pat Bernier sur Twitter parce qu'il a mis ses 3 Argentins. J'ai dit, hey, Mathieu Choinière. Exact. Mais dans le même club, on a Zela Ryan, on a Mathieu Choinière, on a Reynoso et Lionel Messi. Ouais. Un club select. Il y a ça aussi, parce que tout le monde dit « Ah, je le savais, je vous l'avais dit aussi. » Puis moi, j'étais un de ceux qui pense que, et on en a parlé avec Alexandre Pratt un peu avant, j'étais un de ceux qui pensait que c'était une bonne idée, puis c'est vers là que le sport professionnel, une grande partie du sport professionnel s'en va. Mais en même temps, je vais juste tempérer mon enthousiasme, en tout cas, en disant « On va voir à la fin. On va voir comment ça va se passer, comment va la suite des choses. » Il y a des clubs qui justement vont être éliminés. Là, on va voir jusqu'où ça va aller, comment vont réagir les clubs mexicains aussi qui sont en dehors de leur pays, en dehors de leurs affaires pour plus d'1 mois, ceux qui vont rester jusqu'en finale aussi. Comment on va filer ça? En même temps, tout pointe en direction d'un relatif succès cette année, puis d'une relative première saison qui va donner le goût pour l'an prochain. En tout cas, c'est ça que j'anticipe quand même. Et attention pour la suite, hein, parce qu'on en a parlé. Montréal est 3e favori compte tenu de leur classement de l'an dernier. Ça, l'affaire, c'est que dans l'autre groupe à côté, c'est la seule équipe qui pourrait être favori devant eux, Philly. Il n'y a pas beaucoup de scénarios, par contre, où on va affiler, où Montréal sera affilié pour la suite des choses. Si Montréal finit 2e, c'est dangereux, par contre. Exactement. Donc, mercredi au Stade Saputo, une victoire est extrêmement importante pour Montréal. Comme tu dis, Fred, une victoire s'assure Montréal du premier rang dans la section Est numéro 2, dans le groupe 2 de l'Est, et se retrouve avec l'avantage du terrain possiblement jusqu'à une certaine finale. Jusqu'à la fin, hein? Jusqu'à la fin, exact. Donc, il reste quelque chose à déterminer. Philadelphie, tu parles, qui pourrait être un des adversaires qui enlève certains matchs à domicile, Nouvelle-Angleterre aussi. Mais Montréal est quand même, là, à cause, comment tu mentionnes, des performances l'année dernière, ils ont un certain tirage favorable. Et avec une victoire contre DC United, et même un match nul, honnêtement, là, un match nul donne une forte chance de quand même pouvoir terminer premier, tout dépendant du 3e match du groupe, le 29 juillet, contre Pumas et contre DC. Et on sait aussi que DC, présentement, même si les résultats sur le terrain sont là, derrière les portes closes, les choses bougent extrêmement rapidement. Donc, ça serait intéressant de voir comment cette équipe réagit sur le terrain avec Wayne Rooney qui a été même distrait avec le match des étoiles, les rumeurs de plus en plus grandes avec son retour. Attends, je t'arrête 2 secondes parce que je vais absolument en parler puis tu fais bien, c'est un bon lien, mais juste finir le côté Leagues Cup. Si Montréal l'emporte, je pense, tu me corrigeras, et c'est premier, tu as raison. Puis donc, le prochain match de 16e de finale est à Montréal. On parle du 3 août, hein? Ça se peut-tu? 3 août, ça serait la date.
pour le Oui, c'est stade. la date que j'ai de booker dans mon horaire Bon. présentement. Donc, Fait que mettez fait du ceux qui sens. nous écoutent, mettez ça à votre agenda aussi, 3 août. Si, je dis bien si, Montréal bat DC United parce que ça assurait le premier rang. Ah, t'as raison. Moi, et là, ça va être mon hot takes, puis je t'ai appelé pour une série d'hot takes aussi. Puis comme Vincent est pas là, il pourra pas rire de moi. Alors, je te défends de rire de moi. Hot takes, OK. c'est tout croche, DC United. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, on était au match des étoiles, tu étais avec nous, tu as vu certaines de nos conversations, il y en a d'autres qui nous ont parlé aussi. On s'en cache plus, hein. Wayne Rooney, c'est clair que son objectif à court et moyen terme, c'est l'Angleterre. Il veut pas rester, puis ça se reflète aussi, ça se reflète dans ce qu'ils ont fait cette année, ça se reflète, ils veulent gagner vite, mais j'ai l'impression que c'est tout croche dans le recrutement. Écoute, ils ont perdu, là, il y a ce qui arrive présentement avec Taxi Funtas, une deuxième euh, ça fait 2 fois qu'on allait qui tient des propos racistes. La dernière fois, c'était à l'entraînement contre un coéquipier. Il sera pas disponible. Lewis O'Brien, leur milieu de terrain, qui était un de leurs catalyseurs, un de leurs meilleurs joueurs, s'en va. Écoute, t'enlèves un de leurs meilleurs joueurs de milieu de terrain, un de leurs joueurs les plus importants, puis en plein milieu de l'année comme ça, alors qu'ils savaient clairement qu'ils étaient en prêt. Ils ont pas, ça c'est une autre affaire, hein. Ils n'ont pas de club MLS Next Pro, puis ils en auront pas l'an prochain. Alors qu'on Non. dit que Montréal est la seule équipe à pas avoir un MLS Next Pro, DC United aussi. C'est un club qu'on sait pas trop où il s'en va en ce moment. Je suis bien d'accord, Fred. Et même, je parlais avec quelques résidents de la capitale américaine la semaine dernière et ils mentionnaient jusqu'au point les architectes qui ont engagé avec le soleil et où le stade est situé près de la rivière Pour faire et le avec le stade. reflet exact pour faire le stade. Ils l'ont construit pas du bon côté. Idéalement, il aurait été supposé côté. L'autre côté, donc, jusqu'à ce niveau-là, là, je pense que la rigueur est quelque chose qui manque beaucoup dans cette organisation au complet. Et c'est sûr que c'est facile à dire sur le terrain, mais je pense que ça va beaucoup plus loin lorsqu'on regarde l'organisation de l'équipe même, le stade, la gestion, et la communication entre l'équipe elle-même et le reste de la ligue au complet. Il y a quand même une certaine dichotomie. Donc, on voit vraiment une différence de gestion des Mm. clubs qui sont des fois plus avec une bonne personnalité. Souvent, je vois une personnalité à des clubs, j'imagine que c'est une personne et une Ah ouais. personnalité qui ressort. Et d'ici, c'est un peu la personne que tu n'entends pas parler souvent, qui est dans le coin, puis quand tu te rapproches pour avoir de l'information, mais c'est très dur, ça t'en demande beaucoup, ça demande Mm. beaucoup d'efforts, donc souvent, on s'abstient. Sais-tu, juste, j'ai pas de carte postale cette semaine, c'était un nouveau feature qu'on faisait, mais vous regarderez dans The Athletic, après le match des étoiles, Wayne Rooney s'est plaint qu'Apple TV avait retiré une place à un des membres de son effectif, de son staff, en fait, de son personnel d'entraîneur. La vraie affaire, puis là, je vous le dis entre vous et moi, parce que c'est que, notamment, le bout de Franco était, ou du moins notre place de description au match des étoiles, était où, à l'habitude, l'analyste vidéo du DC United se place pour filmer les matchs. Moi, j'étais là à 5 minutes d'entrée en onde, il y a un bonhomme qui arrive de DC United, puis il fait « Hey, t'es qui, toi? » Je dis, toi, t'es qui? Je suis l'analyste de DC United. Le gars voulait filmer le match entre Arsenal et DC United. Je sais pas pourquoi, peut-être pour faire une séance vidéo après. J'ai failli dire, hey, entre toi et moi, là, pas mal sûr que tu retrouveras pas Arsenal sur ton chemin en 2023 DC United, OK? Ça m'étonnerait que tu aies à découper le jeu de DC United cette semaine. Il est reparti un peu frustré, puis ça, je sais pas pourquoi, Wayne Rooney en a parlé dans sa conférence de presse. Puis on s'entend que Je, c'est pas ma décision, c'est pas ta décision, c'est pas la décision de non, personne de non. notre niveau où le booth allait être. Donc, Mais y c'est... a-tu quelque chose que je comprends pas pourquoi Wayne Rooney l'a mentionné? Je comprends là, qu'il veut être solidaire et dire hey, c'est un gars de mon team puis il a été déplacé, mais l'autre, arrête de bouder, assis-toi sur ta caméra puis ferme-toi, regarde le match des étoiles. Quand est-ce qu'il y a une analyse tactique qui devrait être faite du match Ben, des étoiles on a nécessairement? fait ça, une analyse tactique du match des étoiles, la Ouais. pire défaite de l'histoire de la MLS en match des étoiles. Wayne Rooney comme entraîneur. Honnêtement, si on fait une analyse de Wayne Rooney comme entraîneur-chef en MLS, je pense qu'on peut parler d'un gros zéro jusqu'à présent. Ouais, Et t'es de tough, loin quand même. mais Je suis tough, mais ouais, ouais. Non, non, écoute, ça n'a pas été. Mais ce qu'il va falloir prendre des notes, puis je pense que c'est Wilfried Nancy qui devrait être le coach l'an prochain des étoiles, c'est que à un moment donné, il va falloir faire une équipe qui est capable de jouer un peu, ou du moins avec des gars dans le milieu de terrain qui sont capables un peu de garder leur position, puis de pas aller juste en attaque aussi, parce que tu avais le meilleur milieu défensif,
devant la défense, puis il avait de l'air d'une girouette aussi, tellement ça allait vite pour lui, puis tellement il était tout seul sur son île pour défendre José Martinez de l'Union. En tout cas, ça c'est mon analyse tactique pour ça. Faut dire que Arsenal est arrivé, c'était pas dans un esprit de célébration qu'ils sont arrivés. Hein. Eux autres étaient en pré-saison, puis ça paraissait dans leur attitude aussi. Mais bon. Oui, mais entre les sifflets pendant le match, je pense qu'on s'en est pas aperçu, par exemple. Puis on voit une certaine, il y a des niveaux. On expression anglophone qui dit "There's levels to this". Je pense qu'on voit présentement qu'il y a plusieurs niveaux et Arsenal, c'est un autre niveau. OK, autre hot take, parce que j'ai regardé quelques matchs. Qu'est-ce qui se passe avec le NYCFC? Écoute, là, en début d'année, on s'est dit, bon, on s'est rajeuni, on a perdu notre colonne vertébrale qui nous avait mené vers le championnat. Bon, c'est un renouvellement, ou du moins on passe la rondelle aux plus jeunes, même à Keaton Parks en milieu de terrain, James Sands qui revient, même toutes les Santi Rodriguez, Thales Magno qui est devant. Mais là, on vient de vendre Gabi Pereira. On joue pas très bien aussi sous Nick Cochin depuis un moment. Écoute, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est la faute du recrutement? Puis là, il n'y a pas grand-chose qui se profile. Ils ont perdu Gabi Pereira. On était certain qu'ils allaient chercher quelqu'un, un attaquant qui allait avoir de l'allure, aussi quelque chose qui allait solidifier cette équipe-là. Moi, si j'étais un partisan du NYCFC qui est pas en série présentement, puis on se dit, ils vont revenir. Attention au NYCFC, ça s'en va un peu tout croche cette année en 2023. C'est mon avis. Non, mais c'est même pas un hot take. Je pense que c'est quasiment un fait jusqu'ici, Fred. Si on regarde Ouais, c'est ça. Les coachings, puis là, je veux pas faire de la culte à personnalité. On parle beaucoup des entraîneurs depuis quelques minutes, puis les entraîneurs ont une certaine responsabilité des résultats, mais pas tout le fardeau non plus de la preuve. Je pense qu'on peut voir justement les coachings qui a jamais vraiment été, je pense, le vrai bon choix pour cette équipe. Il était la personne derrière Ronnie Deila. Et si on regarde son pedigree, je pense que des fois, c'est ce qui peut un peu détruire certaines lignes de communication. Et lorsqu'on regarde la manière que son équipe progresse, justement, les Magno n'ont pas progressé beaucoup sous Nick Cushing. Et c'est un peu son travail de faire progresser les pépites que son équipe peut avoir. Et Pereira, ça n'a pas été long, ils l'ont vendu. C'est sûr que son plafond de talent est tellement haut que c'est facile de trouver un acheteur. Mais pour un Thales Magno, même pour un Santi Rodriguez, ils n'ont pas progressé en 2023. Et juste pas progresser dans cette ligue qui progresse rapidement, je pense que ça indique beaucoup un peu les déficits, pas nécessairement tactiques, mais d'éducateurs. Et je me rappelle, on va faire, je parle du rose un peu en honneur de Tata Martino et de Lionel Messi. De Barbie. C'est un Barbenheimer. Barbenheimer, ouais, j'arriverais ça. Hey, ça doit être dur de faire 2 films dans la journée, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais pour revenir à Tata Martino, une fois quand il était au stade Saputo, il y a quelques années, j'ai demandé un rôle un peu négligé d'un entraîneur de la MLS. Et lorsqu'il était entraîneur d'Atlanta, il m'a mentionné le rôle d'éducateur. Il est capable de pouvoir amener un joueur à un autre niveau en lui montrant certaines choses qu'il connaît pas nécessairement, côté attitude, côté évidemment tactique, technique. Et c'est un peu, des fois, ce que je trouve qui manque avec les entraîneurs comme Nick Cushing contre un Tata Martino, exemple. En même temps, tu as l'impression que la machine City a aussi arrêté de bouger. À quel point? Parce qu'on n'a pas recruté des tonnes, puis d'habitude, justement, on amène, puis on ramène des joueurs, puis on l'a vu, on a été structurant les dernières années, on a changé de modèle d'affaires. Au début, on se disait, ça y est, Villa, Pirlo, ainsi de suite. On a changé ça, puis on n'arrêtait pas de les porter au nu pour ça. Là, la machine s'est comme arrêtée subitement en 2023. Est-ce que c'est un problème de structure salariale à travers la structure de la MLS? Si c'est ça, ça rajoute ça rajoute des arguments pour justement enlever les petits trous sur cette structure salariale, puis la décloisonner aussi pour mettre un plancher, un plafond. Puis si on a juste oublié une partie de cette équipe-là, ou du moins une branche de cette entreprise-là, c'est dommage parce que le NYCFC, là, voilà, ça 2023, ça risque de couler présentement. Ils ont perdu d'ailleurs leur premier match. Puis ils vont jouer leur deuxième match de Leagues Cup au Red Bull Arena en plus. Ça aide les partisans. Quoi qu'en même temps, ça, la bonne nouvelle, c'est que New York va avoir un stade d'ici quelques années. On devrait commencer la construction, puis c'est prêt pour 2025. Ça, c'est la rumeur. C'est la rumeur pour l'instant. Dans mes affaires aussi, là, je suis plus capable aussi, on en a amplement parlé, Hamdi Miljevic.
Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Alors qu'on pense que Miljevic va rentrer samedi. Quand on pense que c'est samedi qu'il faut, ben c'est Miljevic qui rentre. Ça, c'est une autre affaire que je voulais souligner. Sean Rea maintenant est de côté. C'est les fameux 4-10. Hein. Duke est là. Sean Rea, là, il y en a un trop, me dit Miljevic. Hein. Je ne sais pas si on peut le refourguer à quelqu'un, mais il y en a un trop. C'est dommage. Puis c'est ça. C'est pas des mauvais gars, c'est pas des mauvais joueurs, mais il y en a. Puis je comprends pas comment Hernan Losada, puis Vincent sera pas content, je vais peut-être le citer, mais contre une équipe, on remonte à New York, contre une équipe où tu disais ça prend Hamdi, il fait rentrer Miljevic. Quand on dit contre cette équipe-là, ça prendrait Miljevic, il fait rentrer Hamdi, je suis un peu perdu. Alors, si vous êtes comme moi, voilà. Faites, je pense, un drinking game à chaque fois. Vous êtes deux, vous regardez le match du CF Montréal, il y en a un qui prend Hamdi, il y en a un qui prend Miljevic, puis celui qui, c'est 50-50. Celui dont son joueur rentre, il cale. L'autre reste sur le banc. L'autre affaire aussi, on va finir là-dessus. Apple TV, je viens d'en parler avec Alexandre Pratt. Je veux juste quelques spécifications aussi. Puis tu connais bien l'affaire, Kevin. Juste pour les gens qui nous écoutent, 2-3 petites choses. D'abord, les pubs. Il y a des gens, j'ai vu dernièrement passer sur le Twitter du CF Montréal que il y a la toune qui va rendre fou, la toune des publicités en fait d'Apple qui va rendre fou certains de nos téléspectateurs. Moi aussi, je trouvais ça un peu absurde. Il y a des pubs aux États-Unis, c'est ça, hein, Kev? Exact. Donc, même si nous, des fois, on a ce qu'on appelle l'image, la beauty shot avec un crawler en bas, qui a différents langages qui seraient de retour, tout dépendant où vous êtes situé dans le monde, il y a certaines publicités qui sont dans ces plages de l'émission. C'est sûr qu'on parle un peu comment on fait des biscuits derrière les protocoles, mais c'est un peu différent tout dépendant où on est localisé, et même, ça n'a pas nécessairement rapport avec un VPN, c'est vraiment, et moi, j'ai une expérience différente aussi en l'écoutant sur mon propre ordinateur, lorsque je voyage, lorsque je suis à tel endroit, je vois certaines publicités et c'est un peu les aléas des services comme Apple TV qui diffusent certaines publicités pour certains marchés et certaines qui sont pour le marché global, donc certaines qu'on a dans l'émission. Donc c'est aussi exact. Ouais. D'autres géolocalisées, c'est ça que tu dis. Exact. Donc c'est des publicités qui sont géolocalisées et il y a une différence entre le World Feed et le feed d'État américain, le feed canadien et le feed que TSN, RDS ou Fox peuvent avoir aussi. Bon, Kevin Laramé, il nous reste un peu de temps là avant de finir. C'est-tu correct ta saison? Parce que là, t'es pogné avec Vincent et moi pour une bonne partie de l'année. Ça va, ta santé mentale, ça se passe bien? Oui. As-tu du linge sale à laver aussi devant nos auditeurs? Y a-tu des choses que faudrait... Non, pas du vrai linge sale, faut figurer. Y a-tu des choses qu'on devrait changer, Vincent et moi? Non, ça va quand même bien. J'aime beaucoup me retrouver sur la route avec vous aussi. J'ai eu la chance de travailler avec tous les animateurs de Apple, donc c'est vraiment quelque chose que je suis très content aussi. On a une très belle équipe aussi, mais ce que j'affectionne beaucoup, c'est le fait qu'il y a une communauté qui se crée présentement, qui n'a jamais existé avant. Avant, il y avait certaines personnes de l'extérieur qui venaient au Stade Saputo qu'on croisait. On n'était pas vraiment sur la route lorsqu'on était à TVA Sport ou même avant d'autres endroits. Donc, présentement, les animateurs de toutes les différentes langues, donc français, anglais, espagnol, on se rencontre, on se fait des amis. Et il y en a qu'on voit plus souvent que d'autres et ça devient... Il y en a qui nous coûtent plus cher aussi sur la route. Il y en a qui coûtent plus cher, dépendant de ce qu'on voit après un match. Mais c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Juste parler aussi côté description, parler aussi côté préparation de match aussi. Il y a plusieurs aspects qu'on découvre d'autres personnes qui travaillent de manière un peu différente et on entend des histoires dans le passé. Il y a des légendes qui travaillent pour Apple aussi. Donc, on voit une certaine communauté. Et je pense que ça pousse un peu notre métier plus loin. Autant côté description, analyse, compréhension, préparation, ça pousse un peu plus loin lorsqu'on voit ce que d'autres personnes font, qu'on trouve qu'ils sont bien bons, eux autres, c'est belle fun, ça. J'aime comment que cette personne-là travaille. Ça nous pousse à être meilleurs. Je pense que ça crée une meilleure communauté soccer. En tout cas, une communauté, selon moi, mieux tissée dans la côté télévisuel nord-américain du soccer. Ouais, c'est le fun. On sent qu'on est un projet commun puis qu'on pousse ensemble. C'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun de voir d'autres qui trippent sur la MLS aussi, sur laquelle on peut un peu geeker out, si tu me prêtes l'expression. OK, je finis là-dessus. Dans toutes on va rester dans les Franco, OK? En gros, là, ceux qui sont habituels, ceux qui ont travaillé, il y a Vincent et moi, Olivier Brett, Patrice Bernier, Seb Letou puis Matt Cullen, OK?
Lequel de ces 6-là, notamment, a la meilleure fourchette? Oh! Le meilleur palais, là. Le meilleur palais. Et c'est pas parce que c'est toi qui étais avec qui est là, mais c'est toi parce que je te donne le plus souvent. Je pense qu'il a fait le meilleur restaurant avec toi, justement. D'ailleurs, mais-en. Ouais. On a eu un bon. On a du flair, Kevin, toi puis moi, je pense. Ouais. Cincinnati, on a eu quand même un bon petit restaurant italien. Toi, c'était moins bon. Moi, c'était quand même très bon. Mais il y a d'autres endroits qui sont surprenants. Et honnêtement, on fait bien ça, la restauration au Québec et au Canada. C'est ce que je me rends compte. T'as raison. Aussi. La culture de la restauration torche les États-Unis, full pin. Ah ouais, j'ai travaillé 23 ans dans la restauration ici. Et là, juste être client à l'extérieur, toujours, ça travaille ma patience et ça travaille beaucoup mon humilité. Et dans le fond, c'est une bonne chose. Mais ouais, restauration au Québec, 100% mieux qu'ailleurs. De ces 6-là, le coude le plus léger, c'est sûr que c'est pas Patrice Bernier. Non. Sébastien Letout, je dirais peut-être. Mais tricky. Faudrait que je réessaye pour être sûr. Donc, faudrait réessayer, Sébastien. Puis celui qui a le plus de, j'allais dire capricieux, mais c'est un peu négatif, mais celui qui a le plus de particularité, là, qui est... Ben, il est pas avec nous. Puis là, ça, c'est un inside joke. Faut que ça reste. C'est pas une réponse franco. Ça va être une réponse un peu plus anglo. Un ancien joueur de la MLS que j'affectionne beaucoup. Travailler avec lui 2 fois, c'est arrivé. Très gentil, une excellente personne. Il a un très bon choix de montre aussi, mais Lloyd Sam a certaines demandes qui sont intéressantes. Lloyd Sam, l'ancien, notamment des DC United, des Red Bulls de New York aussi, qui a des demandes, un petit thé vert aussi avant la game. 2 bols de M&M juste rouge, je pense. Ouais, c'est ça. C'est comme notre, c'est ça, c'est notre rockstar. C'est comme notre Taylor Swift, notre Tay Sam à nous, en quelque sorte. En parlant de Taylor, j'ai déjà aussi travaillé avec Taylor Twellman et agréablement surpris. OK. Ouais, non, vraiment, vraiment très gentil. C'est la veille du départ de Bob Bradley et on jasait autour d'un souper si Bob Bradley allait se mettre peut-être avec son 4% s'il perdait ce soir-là. Sa réponse était non. Moi, je mentionnais que oui. Finalement, il a-tu son 4%? Finalement, je pense que j'avais raison. Kevin connaît plus ça que Taylor Twellman. Ça, c'est bury the headline, c'est si ça. Si vous aviez exactement. une chose à vous rappeler de ce show-là, c'est que Kevin Laramie connaît plus ça que Taylor Twellman. C'est que c'était un secret de polichinelle, mais on m'a le reconfirmé pendant qu'on était au match des étoiles. Tu sais que Bob puis Michael au LAFC, il y avait comme du moins le club avait comme j'allais dire c'est pas une entente, mais une entente tacite que Michael venait pas au LAFC, que le père et le fils travaillaient pas ensemble nécessairement. Ça, c'est des mauvaises langues aussi. Les mauvaises langues, s'ils vont à Toronto, peuvent se rendre compte que ça n'a pas duré longtemps non plus. À Toronto, la chenoute est poignée. Edges s'en va. Sean Johnson doit capoter, de se dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ah, les gars. Faudrait faire une émission au complet sur les déboires de Toronto. Hein. C'est incroyable. Kev, pour nous montrer que tu connais ça, mercredi, ça va être, cette fin de podcast-là va vivre un peu moins que le reste, mais Montréal gagne contre DC United? Je pense que oui. Et je pense que c'est peut-être le dernier match de Wayne Rooney avec le DC United. Hot take. Ouf. C'est chaud. C'est chaud. OK. On va laisser ça là-dessus. Je peux pas topper ça, c'est sûr. Tu m'as battu dans mes propres hot takes. Kevin Laramie, merci. Merci d'ailleurs de produire à chaque fois. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Encore un grand merci à Alexandre Pratre dans cette espèce en voie de disparition et chroniqueur sportif. Ça a été le fun de l'avoir et très éclairant de l'avoir sur notre podcast. On fait une pause d'à peu près 16 jours. On vous revient même peut-être un peu plus. Bref, suivez nos médias sociaux pour voir. Ou du moins, abonnez-vous à notre fil. Comme ça, vous saurez quand est-ce qu'il y a un nouveau. Y a-tu quelque chose? Ouais, Kev, dis-moi là. Mets-moi à ma place. Y a-tu quelque chose? Non, c'est exactement ça. Je pointais sur le bouton subscribe juste en bas. Ah, OK. Je suis pas habitué, moi. Je suis pas un influenceur. Comme les YouTubers, comme les... là, je suis dans le chenoute parce que le seul média social que j'utilise est en train de se transformer puis devenir, c'est ça, génération X. Exactement. OK, on verra avec tout ça. Merci d'avoir été là. Merci, Kevin. On se dit bonne semaine.